samedi matin et lundi après lundi soir, je vais vous montrer comment on exploite les pochettes Corroy. Vous allez voir, D'accord. moi je les ai en numérique parce que bon, mais j'ai pas le droit de les diffuser, c'est normal. Donc je les ai en numérique. Il y en a beaucoup qui les ont eu en numérique avec un code d'accès payant et ils l'ont eu en un quart d'heure. Les nouvelles. Alors il y a quand même quelque chose que j'ai apprécié. J'ai mes anciens collègues où je travaillais, puisque j'ai un ancien étudiant qui fait des pochettes là, qui est Mhm. ouais, j'ai un ancien étudiant qui a fait les pochettes Corroy. Puis j'ai deux collègues, Christine Alglave qui fait droit social et Florence Douzenel qui est une excellente collègue. Elle a ton âge, mais elle est vachement balèze. Non, elle est un peu plus âgée, elle a l'âge de mes fils, donc elle a 47 ans. Et c'est une fille formidable, c'est une grande sportive, elle fait je sais pas combien de kilomètres à vélo par semaine. Je crois qu'elle arrive à 500 kilomètres quelquefois à vélo par semaine. Elle est masse comme tout, mais c'est forcément les kilomètres qu'elle fait. Et Mhm. elle était chez nous, elle est partie à Nice. Elle est partie à Nice, elle a eu sa... et son mari est directeur financier d'un grand groupe bombardier. Ouais. T'imagines? Ouais. Donc Ouais. ils ont fait leurs études tous les deux à l'université de Valenciennes et elle a fait une pochette extraordinaire. Je l'ai trouvé extraordinaire, je l'ai parcouru hier. C'est compta approfondi, ça te ferait du bien, de DCG. D'accord. Et puis après, il y a une nouvelle pochette qui est sortie en 2021, c'est UV4 DSCG. Si tu avais un petit achat à faire pour pas en envoyer un mail à Monsieur Dassonville en disant Je les ai déjà pour le DSCG 1 et DSCG 4, hein, je les ai. tu les as non, c'est pas le 4, c'est le DSCG 10. Le DSCG 1 et 4, c'est 2021. Je n'ai pas trouvé celui de 2021 sur le site. 2020, 2021, tu l'as. 2020, Oui, oui, 2020, oui. ben, ça va là. Donc Oui. on va travailler. Mais c'est le DCG 10 qui a été rénové complètement et qui correspond à des gens comme toi qui ont besoin de D'accord. se remettre les fondamentaux, mon garçon. Ok. Fais-moi confiance. Essaye de bien travailler le 1, le 4 en DSCG et le 10. Ensuite, il y a le droit social, le droit des sociétés et le droit fiscal, que je vais tout vous exploiter samedi. Je vais faire un. Et puis lundi, on va retravailler à fond 3 heures sur le lexique documentaire. On va se comparer les lexiques documentaires. On va les revoir vendredi soir prochain. Mais j'ai prévu 3 heures lundi. J'ai prévu 3 heures vendredi pour mettre à fond le lexique documentaire. Et puis il y aura encore samedi 1er mai. Et il y aura encore une séance ouverte le 3 mai au matin de 7 heures à 10 heures. D'accord. Pour ceux qui sont disponibles. Je ne peux pas faire mieux, mon garçon. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu Ok. Je vais te poser une question, monsieur. Oui. Oui. Donnez-moi les indicateurs financiers que vous utilisez au niveau de vos travaux euh, sur les sites que vous avez, sur lesquels vous avez eu des missions. Les indicateurs financiers qui vous paraissent importants pour toute entreprise. Alors, je voudrais dire que d'abord, je travaille sur des projets humanitaires d'urgence. Alors, un des outils que j'ai proposé, que j'ai mis à disposition, c'est un tableau qui permet de recueillir les informations pertinentes sur le projet pour lequel nous allons faire le diagnostic du contrôle interne. Donc, je vois pour moi chaque projet comme une entité isolée et parce que justement, chaque projet nécessite une intervention dans une zone différente, avec un bailleur de fonds différent, avec des équipes différentes, voilà, avec un budget différent et un domaine d'intervention aussi qui est différent. Donc, pour pouvoir permettre à l'expert comptable de pouvoir intervenir de façon efficace et avoir une photo du projet, donc je propose donc cet outil qui va lui permettre tout de suite de pouvoir capter les informations qui sont essentielles. Et justement, comme indicateur,
nous avons donc le nombre de salariés qui vont intervenir sur donc, le projet. Nous avons le budget global, le niveau des coûts des équipes et des coûts de bureau, ainsi que ce qu'on appelle les coûts de programme, donc les coûts opérationnels qui vont être détaillés par activité. Ensuite, nous avons aussi les indicateurs qui sont fournis dans le contrat lui-même. Donc, nous avons des informations sur les différents préfinancements et les conditions pour le déblocage. Donc, ça, ce sont des paramètres qui sont particulièrement importants. Ensuite, de façon périodique, nous avons le taux de réalisation donc, des activités. Nous avons une comparaison entre le niveau des coûts de ce qu'on appelle les staff and office costs, donc le coût de personnel et de bureau, comparé aux coûts opérationnels. Nous voyons à travers le temps, donc il faut noter que les projets sont particulièrement courts. Donc nous voyons au fil du temps, par exemple d'un mois à l'autre, quel est le niveau de consommation donc des budgets, ce qui permet justement aux gestionnaires financiers d'être alertés ou aux gestionnaires opérationnels d'être alertés quant au niveau des dépenses au fil du temps. Il faut savoir que l'idéal, ce serait que les financements soient dépensés entièrement. Donc, un calcul est proposé pour pouvoir faire le suivi au fil des mois, pour pouvoir être sûr qu'on fasse les dépenses dans les temps. Un document qui est aussi important, qui est ce qu'on appelle le cadre logique. Donc, le cadre logique et puis le cadre euh, temporaire. Le cadre temporel permettent de pouvoir évaluer au fil du temps si les activités qui étaient initialement prévues au fil des mois sont mises en œuvre correctement. Donc ça, c'est un ensemble d'indicateurs financiers qui sont mentionnés donc, dans le document pratique que j'ai mis à disposition. Bien. Moi, j'aimerais, monsieur, vous dire une chose. Un candidat comme monsieur Maxime, au niveau de ses propos, il doit être quelqu'un qui se rapproche du monde de l'expertise de la manière suivante. Les indicateurs financiers d'une entreprise sont caractérisés par plusieurs points qui me paraissent fondamentaux. Tout d'abord, il y a des tableaux qui me paraissent indispensables pour analyser une entreprise. C'est le tableau des soldes intermédiaires et le tableau de financement. À travers ces deux tableaux, qui nous donnent l'impression aussi de flux, nous pouvons générer plusieurs indicateurs qui sont indispensables pour analyser une entreprise. Je vais commencer par la valeur ajoutée de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est la richesse brute créée par l'entreprise et l'intérêt pour nous, c'est de la diviser par le nombre de salariés, arrondi, je dirais en termes, c'est-à-dire un salarié à mi-temps, il fait 0,5, le dirigeant, on le prend pour 1, son épouse, si elle travaille sans être rémunérée officiellement, elle est conjointe collaboratrice, on le prend pour 1 également, si elle travaille à temps complet, et on a un nombre précis de personnes qui œuvrent dans l'entreprise. Ayant la valeur ajoutée par personne, ça nous donne une indication intéressante sur la capacité créatrice de l'entreprise. Deuxième solde qui retient notre attention, c'est l'excédent brut d'exploitation ou malheureusement l'insuffisance brute, là c'est catastrophique, c'est la richesse nette créée par l'entreprise. Le BE total divisé par le nombre de salariés nous donne le BE net. À partir par salarié, à partir de ce résultat, nous considérons bien souvent qu'un EBE supérieur à 8000 donne certaines possibilités, 8000 sur l'année, donne certaines possibilités d'envisager la possibilité d'engranger des formules d'intéressement et
de placement en épargne salariale. En deçà de 5 000 par salarié, c'est une certaine forme de fragilité. Autre chose, je vous ai envoyé, Monsieur Maxime, voici quelques jours, un travail exceptionnel qui s'appelle le besoin en fonds de roulement, avec des diaporamas pour expliquer pédagogiquement, si vous aviez la possibilité de présenter sur une feuille UV2 ou sur un commentaire client, ce serait formidable. Eh bien, le lien entre le tableau de financement et en particulier le solde intermédiaire de gestion nous permet de faire un amalgame qui va nous permettre de déterminer un troisième indicateur exceptionnel, c'est ce qu'on appelle l'ETE, c'est l'excédent de trésorerie d'exploitation, qui est la comparaison entre l'EBE et la variation du besoin en fonds de roulement. Vous avez donc deux choses à analyser. Vous avez ce que j'appelle l'aspect patrimonial d'une entreprise. C'est les sommes fixes qui sont mises dans un tableau. Mais ce qui est important, c'est de connaître les flux au cours de l'année. Eh bien, quand on a le besoin au début d'année et quand on a le besoin en fin d'année, on a le flux du besoin au cours de l'année que reflète le tableau de financement. Donc, l'évolution du besoin du fonds de roulement avec le BE donnera en définitive la valorisation de la trésorerie qui permet à l'entreprise de se pérenniser. Plus le TE est important, moins il y a de risques pour l'entreprise. Plus le TE est fragile, voire négatif, plus le danger de difficulté, de défaillance de l'entreprise est important. Le rôle d'un expert comptable, c'est d'aller vite dans l'analyse d'une entreprise. Et à travers ce que je viens de dire, on dispose d'informations extraordinaires sans connaître l'entreprise. Et l'avantage aussi, c'est l'avantage sectoriel, c'est-à-dire de comparer notre valeur ajoutée à travers notre code d'existence, comparer cela avec les résultats que nous fournissent en France les centres de gestion agréés par code APE et qui nous permettent indirectement de nous comparer par rapport aux autres. Et grâce à cette comparaison entre notre valeur à nous et celle moyenne du secteur d'activité dans lequel nous sommes rangés, nous pouvons dégager ce qu'on appelle le goodwill de notre entreprise. Ça veut dire que si notre résultat évalué est supérieur à la moyenne professionnelle, la différence de valeur représente d'une manière théorique mais synthétique le goodwill de l'entreprise. Par contre, si nous avons une valeur qui est inférieure à la moyenne sectorielle, nous dégageons malheureusement pour l'entreprise, par la différence entre la valeur sectorielle et notre valeur actuelle, nous dégageons ce qu'on appelle un badwill. Dans les discussions de valorisation d'affaires, ce sont des discussions qui doivent être bien maîtrisées par un candidat comme Maxime et qui doit bien s'imprégner de choses qui paraissent facilement exploitables, mais qui n'ont jamais été exploitées dans les explications par rapport à ce que je viens de dire. Et ça, c'est impressionnant de pouvoir se comparer et de pouvoir mesurer rapidement la vitalité d'une entreprise. Donc, moi, je répète que pour l'épreuve UV2, il faut avoir les choses bien claires dans la tête. Il ne faut pas se multiplier les difficultés. Et ce lexique documentaire, plus il sera détaillé avec des légendes adaptées à vos recherches, plus vous serez à l'aise le 3 mai. Plus votre lexique documentaire sera pauvre, plus vous aurez une mauvaise note. En conséquence, il est intéressant également de prévoir dans votre lexique documentaire certains corrigés officiels qui ont été opposés ou qui le seront encore pour les années 2015 à 2020 de DEC, UV2, de prendre aussi en photocopie avec la précision d'articles du Code de commerce qui peuvent intéresser le sujet de l'INTEC 2020 et l'INTEC 2019 en UV1 et en UV2, car l'INTEC est souvent une caisse de résonance pour l'UV2 un an ou 2 ans après par rapport aux questions posées.
Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les modules qui sont prévus dans l'UV1 2019 et dans l'UV1 2020 de l'INTEC et qui nous permettront déjà de situer globalement le style de questions que l'UV2 par rapport à l'actualité pourra exactement convenir. Pour revenir aux mesures Covid, c'est un report de cotisation, c'est un décalage des différentes dates qui ont été prévues pour permettre à ceux qui sont dans la difficulté, qui ne peuvent pas travailler, de pouvoir obtenir. Il y a aussi, bien sûr, les aides qui ont été obtenues et la comptabilisation des aides qui sont sur le revue fiduciaire comptable de l'année 2021 et tu trouveras tout cela. Donc, il ne faut pas simplement vous dire que le sujet, c'est ça que vous devez comprendre, le sujet, il a été validé après la loi de finances 2021. Le candidat qui aura eu 3 mois ou 4 mois d'expérience par la période fiscale qu'il prépare sur l'exercice 2020, il aura pu s'imprégner des changements imposés par la loi de finances 2021 en France. C'est pour ça que cette loi de finances 2021, au niveau des entreprises, tout candidat doit l'avoir avec lui, cette loi de finances, l'extrait concernant les entreprises, pour pouvoir arriver avec ce lexique documentaire à avoir le maximum de choses qui me paraissent importantes dans l'examen Covid, après Covid, etc. et de bien savoir les mesures nouvelles qui ont été prises au niveau de la fiscalité des entreprises. Donc je confirme et je le dis vraiment avec force, la loi de finances 2021 entreprise, vous pouvez prendre la loi de finances complète, hein, ça ne me dérange pas du tout, c'est à vous de voir si ça fait partie de vos obligations de photocopie, mais ce n'est pas la peine de vous embarquer à faire des feuilles et des feuilles de photocopie sur des thèmes qui n'auront pas lieu d'être. Vous pouvez trouver des résumés de la loi de finances dans mes différents envois. Vous pouvez trouver également, je répète, sur la revue fiduciaire que je vous ai envoyée et que vous avez sur mes sites, vous pouvez trouver un résumé de la fiscalité des entreprises. Ou alors, vous faites une petite recherche Internet pour éviter d'avoir trop de choses à photocopier. Vous dites les changements sur la fiscalité des entreprises découlant de la loi de finances 2021 en France. Il faut bien préciser en France parce que si vous faites des recherches, on peut vous envoyer les lois de finances du Maroc, de la Tunisie ou des Bahamas. Donc, ce n'est pas la peine de vous embarrasser de photocopies inutiles. L'essentiel, c'est de dire le précis le jour de l'UV2 et d'être totalement, je dirais, braqué sur les informations. Donc, vous avez des résumés de 2-3 pages qui sont proposés par des recherches Internet sur la fiscalité des entreprises et les modifications introduites par la loi de finances 2021. Si vous suivez mes conseils, votre lexique documentaire ne sera pas un boulevard d'informations, mais sera une véritable autoroute pour arriver le plus vite possible à l'épreuve des 4h30 avec la satisfaction d'avoir fait 12 à 14 pages maximum, d'avoir fait une introduction, d'avoir fait un sommaire, un lexique des termes techniques que vous allez ou abréviations, un rangement des rédactions par rapport à l'ordre des questions posées, une conclusion qui ouvrira sur le congrès qui sera, je dirais, un moyen de valoriser l'expert comptable et le commissaire aux comptes qui ont choisi tous les deux dans leur thème d'être des acteurs de la relance économique après la pandémie. Donc ça, c'est une conclusion que vous pouvez alimenter par des citations à la fois de M. Yannick Olivier, à la fois de M. Lionel Calesi, et pourquoi pas celle de M. René Tandé, qui terminait son mandat, et celle de Jean Boucaud, que vous connaissez également, qui terminait son mandat de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Vous pouvez aussi trouver une citation qui fait bien, c'est celle de M. Patrick de Cambourg, de l'ANC. Voilà le petit détail que j'ai voulu partager avec Cyril. Pardon, Cyril, je pense souvent à toi, donc c'est pour ça que mes propos sont orientés vers toi, mais c'est avec Maxime
que j'ai fait cette analyse qui sera partagée avec bien sûr l'ensemble des autres participants à nos formations. Et vous verrez que ce que je viens de dire en 10 minutes peut être utile et fort utile pour ce lundi 3 mai. J'y crois beaucoup à ce que je viens de dire. Voilà Maxime pour aujourd'hui. Je te retrouve ce soir avec toujours le même plaisir. Est-ce que ce petit commentaire que je viens d'effectuer t'a convaincu de l'intérêt de faire un bon lexique documentaire? Oui, 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 j'étais déjà pleinement convaincu. Mais là, j'ai été encore édifié, donc je continue ma préparation de mon côté. J'ai déjà, comme je te l'ai dit, fait toutes les impressions des thèmes qui me semblent chauds pour la session de mai 2021. En ce qui concerne la revue française de comptabilité, je vais attaquer maintenant la revue fiduciaire et puis la loi des finances. On fera l'examen des thèmes qui me paraissent fondamentaux encore lundi après-midi de 17h à 20h. J'ai tout programmé. Vendredi, le dernier vendredi 30 avril de 17h à 20h. Le 1er mai au matin et le 3 mai au matin de 7 à 10 pour savoir s'il y a des choses à réviser avant que vous ne partiez déjeuner rapidement. Et bien sûr, on va appeler notre ami maintenant Frédéric Léal, mais je vais arrêter l'enregistrement. Je crois que je l'ai arrêté. Non, j'arrête.